foiré. Yo les copines, yo les copains du web. Il y a quelques années, des chercheurs ont décidé de créer des insectes cyborgs. Ah ouais, bah je te le sors comme ça. Ouais. Et ben je voulais vous en parler. Alors, voilà ce qu'ils se sont dit. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse créer des robots ou des drones, par exemple, qui puissent s'immiscer dans des endroits peu appropriés pour l'homme afin de sauver des vies ou peut-être espionner en cas de guerre, par exemple. Le problème, c'est que bien qu'on avance assez vite dans la nanotechnologie, on ne fait pas de batteries assez petites qui contiennent assez d'énergie pour équiper de minuscules robots. La solution, ce serait d'utiliser les prouesses de la biologie des insectes pour mener à bien ce projet. Est-ce que ça fonctionne? Oui. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, l'action se déroule à Singapour, dans une université dans laquelle une équipe de chercheurs menée par Hirotaka Sato vont mettre au point une méthode pour robotiser des insectes, prendre le contrôle de l'insecte grâce à la technologie, grâce à la science. C'est ainsi que ces biomécaniciens se sont penchés sur la question et se sont demandé quel insecte pourrait être intéressant à zombifier, entre guillemets, quel insecte on pourrait réduire en esclavage pour justement mener à bien ce projet. Parce qu'il s'agit en fait de profiter de la complexité de la biologie pour ne pas nous-mêmes créer un robot avec un algorithme super compliqué et puis finalement de se servir. De la même manière qu'on utilise un chien d'aveugle ou un chien de garde, on dresse le chien pour en faire un accompagnateur ou pour en faire une arme de défense, bah là on ferait d'un insecte un outil d'espionnage ou de sauvetage. Alors d'abord, ils ont pensé aux mouches. Les mouches ont l'avantage d'être des insectes qu'on connaît très bien. Mais le problème, c'est qu'ils sont un peu trop petits pour la technologie qu'on souhaiterait embarquer sur eux. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont quand même avoir une sorte de sac à dos, entre guillemets, équipé de pas mal de technologies qui vont justement aider à faire leur mission. Donc les mouches, malheureusement, c'est pas le bon plan parce qu'elles sont trop petites. Ils ont pensé ensuite aux libellules, les libellules qui sont suffisamment grandes et qui ont également un système de vol assez intéressant, mais qui ont un problème majeur, c'est qu'elles sont trop fragiles. Donc ça leur va toujours pas. C'est alors qu'ils ont pensé à un insecte qui ressemble justement beaucoup à la mouche dans sa manière de voler, qui est plus solide et pas si petit que ça, c'est le coléoptère. On pense pas forcément au coléoptère quand on pense à un insecte volant, mais la clé était là. L'espèce en question est le Zophobas morio. Il mesure à peu près 2,5 cm de long et répond à toutes les attentes de ces biomécaniciens. Alors, il n'est pas question de trafiquer le cerveau ou les organes, mais juste de stimuler certains muscles pour diriger l'insecte, pour le piloter. Et le système qu'embarque l'insecte sur lui est en fait un système d'ondes radio. C'est finalement un système ultra proche de ce qu'on peut voir dans la miniaturisation des avions ou des trains qu'on pilote à distance avec des ondes radio. Donc l'idée, c'est de charger l'insecte avec de l'équipement électronique relié à ses antennes ou à un certain muscle pour ensuite le piloter à distance grâce à une télécommande. Et ça fonctionne. Ça fonctionne puisque aujourd'hui, on est capable de faire décoller ou atterrir un coléoptère, le faire tourner à gauche ou à droite, bref, de prendre le contrôle de l'insecte pendant qu'il vole ou pendant qu'il marche. Alors bien sûr, le but de cette expérience, c'est que par la suite, on puisse leur faire embarquer des détecteurs de dioxyde de carbone ou de battement de cœur ou encore des caméras. Parce que ça permettrait d'avoir un réel intérêt à cette zombification, comme j'aime l'appeler. Vous imaginez, après un tremblement de terre ou après une avalanche ou après ce genre de choses, on pourrait contrôler l'insecte et aller chercher nous-mêmes des victimes, des personnes qui seraient ensevelies et incapables de donner un signe de vie. Alors bien sûr, ça c'est la raison noble, celle que on va forcément louer puisque c'est pour sauver des vies. On va pas dire non, c'est comme pour des chats ou des chiens sauveteurs. Là, ce seraient des insectes. Là, ce serait un peu plus à leur insu. On va en parler après. Mais ça pourrait servir aussi pour des causes militaires. Et justement, en lisant les documents de ce cher docteur Sato, forcément la question militaire se soulève dans les premières pages, sur la première page même, parce que bien évidemment, ça pourrait servir à espionner l'ennemi, à aller dans des caves peut-être, des choses comme ça, et voir quelles armes s'y trouvent ou quelles personnes s'y trouvent. Bref, c'est peut-être un peu flippant, mais c'est complètement passionnant. Bien qu'il y ait forcément un revers comme à chaque médaille. Forcément qu'il y a un revers, parce que si on utilise ce genre de procédé, il y a forcément un malus. On les force, ces insectes, à faire ce genre de choses. C'est pas du dressage. Là, vulgairement, on leur plante des fils dans la tête, pour leur dire va à gauche, va à droite, etc. Donc ça pose forcément des problèmes d'éthique auxquels ont répondu bien sûr l'équipe de chercheurs en disant qu'ils faisaient tout pour faire le moins de mal, sinon pas de mal à l'insecte. Et même pour reprendre les mots du leader Hirotaka Sato, il dit que l'insecte se remet à se comporter normalement, à manger et à bouger normalement après les expériences sans séquelles visibles.
apparemment. Alors, je sais pas vous, mais moi, pendant mes recherches, ça m'a pas forcément beaucoup dérangé, jusqu'au moment où je vois peut-être les premières vidéos, je vous en mets sur le côté, des vidéos où on voit le scarabée se faire complètement piloter avec une télécommande. Et là, je me disais, oh, c'est quand même un petit peu limite, est-ce qu'on pourrait pas se forcer un petit peu à utiliser des robots? Certes, ça coûte beaucoup plus cher et on peut peut-être pas forcément le faire pour l'instant, mais quoi qu'il arrive, c'est ni vous ni moi qui allons arrêter cette avancée. Moi, je suis juste là pour vous en parler. Mon avis, vous le connaissez, forcément, je suis pas forcément pour. Mais le principe est là et moi c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ça soulève des questions forcément ultra intéressantes. Est-ce que prendre le contrôle de la vie d'un insecte pour sauver la vie d'un être humain ou d'animal, c'est vraiment quelque chose de mal? Il faut peut-être situer nos priorités et essayer de répondre à la question et c'est vraiment pas facile. Parce que d'un côté on se dit bon, un insecte c'est absolument insignifiant par rapport à la vie d'un être humain ou des choses comme ça. Mais d'autres personnes vont dire que non. Et d'autres personnes vont dire que oui, mais ça dépend dans quelle mesure. Et d'autres personnes vont aussi dire quelles sont les limites. Parce que si là, on fixe la limite à un coléoptère, jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on va ensuite piloter des animaux de plus en plus gros, de plus en plus sensibles, comme par exemple des souris, peut-être après des chats, peut-être après des animaux encore plus sensibles? Et ce qu'on peut aussi se demander, c'est que est-ce que le fait de sauver des vies, c'est pas un prétexte, une excuse pour pouvoir développer ce truc tranquillement, alors que finalement, c'est à des fins militaires? Est-ce que ça peut aussi bien servir à sauver des gens qu'à en tuer? Vous imaginez? Et on peut imaginer facilement ensuite dériver sur peut-être des araignées, peut-être des serpents qui seraient également espions, puisqu'ils ont chacun des formes, des caractéristiques particulières qui leur permettraient d'évoluer dans tel ou tel environnement. Donc même si en début de vidéo, je vous expliquais quel insecte pourrait être le plus intéressant, il n'y a pas un insecte parfait, mais il y a un insecte pour chaque situation. Bref, il y a plein de possibilités. Il faut savoir que c'est pas les seuls chercheurs à faire ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets de ce genre. Il y a également des projets qui sont 100% robotisés, qui respectent l'éthique animale à 100%. Mais ça prend énormément de temps à développer parce que pour que la technologie rejoigne la complexité de la biologie, on a encore beaucoup de travail à faire et de secrets surtout à percer. Bref, c'est assez complexe, mais les chercheurs comptent bien mener à terme ce projet dans les 5 à 10 prochaines années, suivant l'état du marché. Maintenant, on peut s'amuser à imaginer ce que sera le monde de demain avec ce genre de technologie qui serait démocratisée. C'est des abeilles robots qui pourraient polliniser les fleurs, qui se rebelleraient et puis pourraient... qui nous tueraient tous. Je l'aurais peut-être postulé chez scénariste à Netflix, non? Pour Black Mirror. Intéressant. Voilà, vous savez que ça existe, que c'est en développement actuellement. Moi, perso, je trouve ça absolument passionnant, même si je préfère le côté robotisé, parce que là, bon, bah, le pauvre scarabée, il n'y a rien demandé à personne, on le pilote, c'est un peu bizarre. Mais toujours est-il que j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, c'est très bien que je vous le dis sérieusement, je lis les commentaires et je réagis, parce que ça ouvre la porte à plein de débats, à plein d'histoires également, à plein de fiction et de réalité. Et puis, ça pourrait être bien d'en parler tous ensemble et peut-être donner une suite. Voilà, quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Je sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais on verra bien. Et puis, on peut se rejoindre sur les réseaux sociaux, comme par exemple Twitter ou Discord, et puis parler de ça et de tout et de rien, tous ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à la semaine prochaine.